Et place à présent à notre grand angle. Depuis bientôt 4 mois, le Moyen-Orient est en ébullition. Le conflit entre Israël et le Hamas exacerbe les tensions régionales du Liban au Pakistan, en passant par la Syrie, l'Irak et bien sûr la mer Rouge. Tous ces fronts ont un dénominateur commun, l'Iran. Et nous allons tenter ce soir de comprendre à quoi joue Téhéran, quelles sont les ambitions et la stratégie de l'Iran dans la région. Nous sommes en direct avec Ali Vaez, spécialiste de l'Iran à l'International Crisis Group, et avec en plateau notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bienvenue à tous les deux. Slimane Zeguidour, une première question d'abord peut-être pour poser le décor. On sait que l'Iran est allié du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. L'Iran joue-t-il un rôle dans le conflit en cours dans la bande de Gaza? Oui, en tout cas, il essaye de jouer un rôle dans tous les conflits, tous les remous qui affectent la région, sans intervenir directement. En principe, dans le conflit israélo-palestinien, on pourrait dire théoriquement que le Hamas étant un mouvement sunnite relié aux frères musulmans, c'est plutôt un groupement plutôt anti-chiite. Mais l'Iran, en fait, s'est fait le champion de la cause palestinienne parce que cette cause était en déshérence dans les pays arabes qui, pendant des années, l'ont considéré comme l'axe central de leur politique. L'Iran s'en empare et s'en fait le champion. Donc ça lui coûte, il laisse des plumes à chaque fois, mais ça augmente son aura et surtout, ça lui permet d'affiner une capacité de nuisance et de résilience assez remarquable, aussi bien en Irak, en Syrie, au Liban qu'à Gaza. Et maintenant avec les Houthis. Et maintenant, avec les Houthis, on va bien sûr l'évoquer. Ali Vaez, depuis le début du conflit, Téhéran affiche une forme de, on peut dire, de triomphalisme, d'optimisme. Par exemple, début janvier, le président iranien Ebrahim Raïssi se vantait du fait que les ennemis de l'Iran pouvaient voir sa puissance, ses capacités. Selon vous, le conflit à Gaza a-t-il donné plus de pouvoir à l'Iran ? Il semble que c'est vraiment quelque chose d'assez mélangé pour l'Iran. Je comprends la rhétorique triomphaliste, mais en pratique, si vous regardez ce qui s'est passé au cours des derniers mois, l'Iran et ses alliés, principalement le Hezbollah au Liban, ont montré ils traînent des pieds pour rentrer sur le terrain pour protéger un des membres de l'axe de la résistance et empêcher sa destruction. Ils ont souffert en termes de... par exemple, quand Israël a assassiné des commandants du Hezbollah, Daesh a tué un commandant des forces iraniennes. Les Houthis ont été bombardés au Yémen à cause de ce qu'ils font dans la mer Rouge. L'Iran n'a jamais pu répliquer de la sorte. Et parce que finalement, il faut se souvenir que ce réseau de partenaires et de proxy a été créé comme un mécanisme pour éviter une attaque sur le sol iranien. Si dans ce jeu, il apparaît que l'Iran n'a pas la volonté d'utiliser ses capacités ou qu'il n'accepte pas le risque, la crédibilité de l'Iran va diminuer. Et dans ce conflit, je pense que c'est ce qui s'est passé. Slimane, Ali Vaez nous parlait à l'instant de l'axe de la résistance, c'est-à-dire, on peut dire, l'Iran et ses petits satellites alliés dans la région. Comment est-ce qu'on peut définir l'axe de la résistance concrètement? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un concept qui a été lancé en 2002 et qui est en fait une parodie ou un retournement du concept américain d'axe du mal, cher à George Bush, qui en 2002 donc avait classé l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord comme étant l'axe du mal. Donc cet axe a été retourné comme un axe anti-américain, anti-israélien et opposé aux États arabes du Golfe et principalement l'Arabie saoudite. Alors cet axe de résistance, dont le concept est surtout lancé par le Hezbollah, regroupe le Hezbollah, des milices palestiniennes, y compris des milices laïques, des milices libanaises, y compris chrétiennes, des milices bassistes laïques en Syrie et des milices chiites en Irak. C'est une espèce d'archipel de milices qui ont pour point commun la lutte, la volonté d'évincer Israël et les États-Unis et d'affaiblir les régimes arabes du Golfe.
Ali Vaez, c'est cet ensemble d'entités hétéroclites qui constituent l'axe de résistance. Ils s'allient parce qu'ils ont un projet en commun à long terme, ou est-ce que c'est plus par opportunisme au gré des fragilités politiques, militaires qu'on peut déceler à différents moments de l'histoire dans la région? C'est un peu des deux. Il y a un alignement parce qu'il y a un alignement d'intérêts entre l'Iran et ses groupes. Et donc, certains ont des menaces existentielles comme le Hezbollah au Liban. D'autres, comme les Houthis au Yémen, ne sont pas vraiment un proxy iranien au sens où ils ont déjà une longue histoire de l'ignorance des avis de l'Iran. Et les Houthis sont férocement indépendants, mais c'est comme des alliés, et donc il y a véritablement qui se reposent l'un sur l'autre. D'autres les suivent de plus ou de loin. Donc c'est pas une seule formule qui fonctionne. L'Iran est une puissance opportuniste. L'Iran a développé le Hezbollah lorsque Israël a envahi le Liban en 2013. L'Iran a créé un réseau de milices chiites en Irak lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003. Lorsque la Syrie est entrée en guerre civile, l'Iran a étendu ses réseaux en Syrie. Et lorsque l'Arabie saoudite a envahi le Yémen, ça a donné à l'Iran une occasion aussi de faire entrer en scène les Houthis. Et donc il faut comprendre que qu'est-ce qui fait agir l'Iran dans sa politique. Ils sont très bien dans l'exploitation du chaos. Et le meilleur moyen de s'en occuper, c'est pas de jeter de l'huile sur le feu, mais de mettre un terme à ces conflits régionaux. De mettre un terme à ces conflits régionaux. En attendant, on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces différents épisodes de tension qui se multiplient dans la région, en Irak, en Syrie, au Liban, au Pakistan, en mer Rouge, évidemment, avec les Houthis pro-Iran qui s'attaquent à des navires marchands, des navires militaires également. Est-ce que l'Iran, Ali Vaez, est en train de jouer sa meilleure carte avec ce qu'il se passe en mer Rouge, dans la mesure où là, l'Iran arrive à déstabiliser plus que la région? Ça touche le commerce international, ces attaques de Houthis. Tout à fait. Les Houthis ont été les plus forts dans l'axe de la résistance en termes de l'action qu'ils ont entreprise. D'autres ont été plus prudents. Il y a plus de 150 attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie, mais il y a eu jusqu'à présent aucun mort. Mais les Houthis ont pris des risques beaucoup plus élevés et on a eu de la chance qu'aucun désastre majeur ne se soit produit. Mais c'est une question de temps, jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où les tensions puissent monter en régime, parce qu'il y a tellement de friction sur une zone géographique très large, où il y a trop d'acteurs impliqués. Tous ne sont pas coordonnés avec l'Iran. Donc il y a beaucoup de risques ou d'erreurs ou de mauvais calculs qui peuvent avoir lieu. Je suis d'accord, l'Iran joue un peu trop haut avec le jeu qu'il a en main. Mais dans des situations comme celle-ci, contre les États-Unis et Israël, le premier qui plie le genou montre qu'il est faible et ça inviterait plus de pression de l'autre côté. Et donc, il est difficile d'imaginer que les Iraniens et leur réseau vont se rendre aussi longtemps que la guerre à Gaza se poursuit. Slimane Zeguidour, qu'est-ce que ça nous dit, tous ces fronts de tension, de déstabilisation, avec toujours en arrière-plan cette ombre de l'Iran? Qu'est-ce que ça nous dit des capacités militaires du pays? Jusqu'où, militairement, le pays peut aller? Même s'il n'a pas forcément intérêt, comme on vient de l'entendre, à ce que la situation se retourne ou explose complètement, très concrètement, jusqu'où peut aller l'Iran sur le plan militaire? D'abord, il n'ira pas en entrant en guerre directement, sauf s'il est attaqué, comme ce fut le cas par Saddam Hussein. Et les Américains et les Iraniens échangent quand même à travers des intermédiaires
Et on dit d'ailleurs, dans la presse il y a eu cet américaine... échange récemment. On a appris que les États-Unis, c'est hier, je crois que la nouvelle est tombée, Oui. que les États-Unis avaient informé l'Iran par des canaux secrets, en tout cas des canaux de renseignement, qu'un attentat se préparait sur le territoire iranien. C'est ce qui a donné donné lieu à l'attentat du 3 janvier. Bien sûr. On peut s'en étonner quand même. Pas du tout, parce qu'entre des acteurs importants, il faut qu'il y ait des intermédiaires pour passer des informations, car une erreur de calcul de l'un ou de l'autre, une fausse interprétation, peut précipiter le pire. Pour l'instant, les Américains et les Iraniens sont d'accord pour que les Iraniens n'entrent pas directement. Simplement, la règle du jeu qui prévaut au Moyen-Orient, c'est qu'on reconnaît à l'Iran, on reconnaît le droit, entre guillemets, de s'investir dans les affaires des pays qui ne le regardent pas. Comme on permet aux Turcs, il y a des bases militaires turques en Syrie, en Irak, il y a des bases américaines dans tout le Moyen-Orient, y compris en Irak et en Syrie. Donc en fait, il y a plusieurs acteurs qui sont en train de jouer et ils jouent sur cette vacuité de l'absence d'un leadership arabe. Les pays arabes aujourd'hui sont un champ de manœuvre pour les puissances environnantes. La Turquie, l'Iran, Israël, les Américains. Et en tout cas, c'est une place que l'Iran essaye de prendre, cette place de puissance dominante dans la région. Ali Vaez, est-ce que l'Iran, aujourd'hui, reçoit des soutiens de pays étrangers? Je pense à des soutiens à la fois financiers et militaires, balistiques. Son seul client pour le pétrole, c'est la Chine. Mais au cours des années, l'Iran, en raison des sanctions, depuis des années, a développé des capacités locales pour la fabrication d'armements. Et aujourd'hui, l'Iran a le plus grand arsenal balistique de la région et fournit ses missiles à ses alliés dans toute la région. Et l'Iran est devenu très très bonne à la fabrication de drones et donne ces drones à ses alliés non étatiques aussi bien qu'aux Russes qui l'utilisent dans son agression contre l'Ukraine. Et l'Iran, au cours des années, a développé une économie résiliente, bien qu'elle souffre. Et maintenant, un tiers de la population iranienne est en dessous de la ligne de pauvreté. Mais l'économie n'est pas du tout sur le point de s'effondrer. Et les États-Unis ont déjà épuisé les leviers de sanctions. Parce que nous sommes maintenant dans une situation où l'Occident a très très peu de leviers à utiliser contre l'Iran. Et à nouveau, je pense que dans cette situation où il y a énormément de risques, de mauvais calculs et de spirales qui sortiraient de contrôle, la meilleure solution n'est pas de pressurer, mais c'est à travers la diplomatie. Il y a des canaux entre l'Iran et les États-Unis, mais pour l'instant, il n'y a que la guerre. On échange des avertissements, mais pas de négociations. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Ali Vaez et Slimane Zeguidour d'avoir tous les deux répondu à nos questions.